Santé, santé mentale. Aujourd'hui, avec Éric Tremblay-Dionne, on va parler du fait que est-ce que c'est normal que le système de santé finance à même pas 10% la santé mentale? Autrement dit, on va parler du sous-financement au Québec de notre santé mentale. Mentale. Bienvenue au sens, le sens critique. On accuse constamment les Québécois d'être des suprémacistes blancs, racistes. D'un côté, on accuse une gauche radicale, d'un côté, c'est la faute d'une droite radicale. Sommes-nous devenus des esclaves de la société, genre? Vous savez, pendant la pandémie qu'on a traversée au Québec, il y a beaucoup de gens qui ont eu une santé mentale fragilisée. Beaucoup d'étudiants, beaucoup de jeunes qui disent qu'ils ont traversé ça très dur, la pandémie, là. Les demandes de consultation ont augmenté de 30 à 40% depuis la pandémie. Fait que 30 à 40% plus de Québécois qui cherchent de l'aide psychologique au Québec puis qui sont malheureusement pas capables de l'avoir. On dit aussi que plus de 86% des psychologues du Québec auraient constaté de la détresse psychologique chez leurs patients dernièrement. De l'anxiété, beaucoup plus de détresse, d'angoisse. Or, tout ça, malgré tout ça, le regroupement des ressources en santé alternative, en santé mentale au Québec, nous note, nous rappelle, nous dit que finalement, il n'y a même pas 6,4% du budget du ministère de la Santé et des Services sociaux qui est alloué à la santé mentale en ce moment. Et que de ce montant, de ce 6,4% du budget du ministère de la Santé qui est attribué aux services sociaux, il y a 8,2% qui vont dans le milieu communautaire, qui vont directement dans le milieu communautaire où les besoins en santé mentale sont finalement criants, urgents et alarmants. Donc, il n'y a même pas 10% au Québec de notre budget qu'on met dans la santé qui va dans le domaine de la santé mentale. Ça revient à dire ce que je disais dans mes derniers podcasts, selon mes théories, que depuis qu'on a fusionné le ministère de la Santé avec le ministère des Services sociaux, la santé bouffe tout le budget puis bouffe toutes les ressources de la santé mentale. Comme je disais, la santé, c'est un puits sans fond. Il y a tout le temps des problèmes dans la santé, fait que ça bouffe toutes les ressources en santé mentale. On donne même pas 7%. 6,4% du budget en santé. Ça vaut quoi, ça? C'est pas beaucoup. Donc, la question qu'il faut se poser, comment ça se fait que dans le ministère de la Santé et des Services sociaux, on donne plus de quasiment 95% du budget à la santé, puis 5% à la santé mentale? 6,4% pour être plus précis, ce qui donne même pas 7% en moyenne. Pour les gens qui se demandent, qui se posent des questions, le budget du ministère de la Santé au Québec, il est évalué à peu près à 54 milliards de dollars. Ce qui représente, au-delà de tout ça, 40% du budget total du Québec. On y réserve une cure de guérison pour le système de santé. C'est ça qu'on dit. Une cure de guérison, mais pas pour la santé mentale en tout cas, parce que on regarde ça, 6,4% de 54 milliards, ça donne quoi? Parce que c'est 54 milliards qui vont directement dans la santé, mais là-dessus, il y en a juste 6,4% qui vont dans la santé mentale. Ça fait à peu près 3,2 millions. 3,2 millions qu'on met dans la santé mentale pour presque 52 milliards. C'est 3,2
milliards. Fait que c'est 3,2 milliards qu'on met dans la santé mentale pour 52 milliards qu'on met dans la santé physique. Donc, 3 milliards pour la santé mentale, puis 52 pour la santé physique. C'est ça le vrai chiffre, à peu près. Puis là, je parlais de millions tantôt parce que les organismes communautaires reçoivent à peu près 8% de ce 5,4%. Excusez-moi. Ils reçoivent 8,2% de ce 6,4%-là qui va dans le budget de la ministère des Services sociaux sur le 54 milliards que le gouvernement met dans la santé. Fait ce qui fait à peu près pour les organismes communautaires, là, gros max, là, 250 millions, 250 millions, à peu près 300 millions. Fait que ça veut dire que dans le fond, si on fait un calcul approximatif comme faut détailler sans erreur, là, comme je viens de faire, ben on donne à peu près 300 millions aux organismes communautaires au Québec pour aider à la santé mentale. On donne à peu près 3 milliards aux services sociaux pour financer les services en santé mentale. Puis on donne à peu près 52 milliards à la santé pour gestionner notre santé physique. Donc, le budget en santé mentale au Québec, il compte même pas 10% du budget de la santé. Vous savez, avec des chiffres comme ça, quand on vous dit que le système de santé, il bouffe carrément les services sociaux, c'est que c'est pas des blagues, là. Donc, ce qu'on réalise, c'est qu'il n'y a vraiment pas assez d'argent qui va dans les services sociaux, finalement, là. C'est normal que les services sociaux soient insuffisants et que la demande dépasse complètement l'offre. Avec les graines puis les peanuts qu'on donne aux services sociaux, comment qu'on peut faire rouler puis diriger le système des services sociaux puis en santé mentale à même pas 50% du budget en santé? Non, mais réveillez-vous, Calvas. Vous êtes en train de me dire qu'au Québec, dans les années 60 et 70, on a eu la merveilleuse puis la bonne idée de fusionner le ministère des Services sociaux avec le ministère de la Santé. Ah ouais, vraiment de fusionner le ministère des Affaires sociales avec le ministère de la Santé, ça a été la plus belle réussite au monde. Maintenant, le budget des affaires sociales du ministère des Affaires sociales, il équivaut maintenant à même pas, 6,5%. C'est même pas 6,4%, c'est même pas 10% du budget en santé. Ça veut dire que la santé, là, elle bouffe plus de 10%, là. Plus de 94% du budget qui est alloué à la santé et aux services sociaux, je précise. Fait que quand on dit qu'il y a juste la façade puis le nom décrit sur la bâtisse au Québec, là, services sociaux, puis qu'à part ça, il n'y a pas grand-chose à travers ça, ben, ça commence à expliquer quelque chose. Vous savez, hier, c'était la journée internationale de la santé mentale. Ouais. Justin Trudeau a l'air qu'il a écrit sur son compte Twitter que si on a besoin d'aide, il faut en parler. Ben, aujourd'hui, j'ai le goût de parler à Justin Trudeau puis de dire « Mon cher Justin Trudeau, ça a l'air important pour vous, la santé mentale, contrairement au gouvernement du Québec. Quand on sait que vous financez une partie de notre système de santé puis qu'on vous harcèle pour avoir les 6 milliards qui manquent en santé au Québec, ben quand on sait que malheureusement, sur ces 6 milliards-là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui risque d'aller dans la santé mentale, on va se le dire, là. On parle de 6,4%. Donc, on parle de quelques millions pour nous, là. De quelques millions pour la santé mentale des Québécois qui est largement fragilisée après cette pandémie. Je veux dire, on a quand même été l'une des capitales du monde avec les règles sanitaires les plus strictes. On va se le dire, c'est pas nécessairement une honte plus qu'une fierté. C'est un fait, par exemple. C'est un fait que je vous raconte. Vous savez, la santé mentale, ça touche tout le monde. Ça pourrait toucher tout le monde, vos amis, votre famille, vous-même, nos politiciens, n'importe qui, un policier, une infirmière. La santé mentale, là, c'est essentiel, puis ça peut échapper à tout le monde dans la vie, quand on vit dans des mauvaises conditions de vie, puis dans un mauvais contexte psychosocial,
puis qu'on vit des gros problèmes puis des bouleversements psychologiques. On dit que pendant la pandémie, c'est quasiment l'équivalent de la moitié de la population qui a vécu de la détresse sociale et psychologique. Je veux dire, la santé mentale, là, au Québec, ça devrait pas devenir un luxe. Ça devrait pas être sous-financé. Ça devrait pas recevoir moins de 10% du budget de la santé puis le diviser avec les organismes communautaires en santé mentale. Voyons donc! On va laisser quoi? 3 milliards en santé mentale au Québec? Puis mettre d'un autre côté 50 milliards dans santé. Ben, ça explique pourquoi à l'hôpital, on enferme le monde dans des salles retenues contre leur gré sans même voir de psychologue, de psychiatre puis de médecin, parce qu'il n'y en a pas. Ça explique la latence pour les patients qui sont en attente sur les listes d'attente d'avoir une thérapie puis de faire une psychothérapie ou de voir un professionnel de la santé mentale depuis des années. Parce que si d'un côté, ben, on a 3 milliards qui fait vivre la santé mentale, puis de l'autre côté, on a 50 milliards qui fait vivre le système de santé publique au Québec, ben, demandez-vous pas pourquoi que la santé mentale traîne en arrière, puis qu'elle bouette, puis qu'elle a de la misère à suivre la cadence puis le rythme. Avec ce financement actuel-là, c'est ridicule. Quand on sait que l'isolement, quand on sait que l'inégalité, quand on sait que les conditions de vie, c'est l'un des principaux facteurs de dépression puis de maladie mentale, qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la qualité de vie de nos habitants pour avoir une société plus saine démocratiquement? C'est quoi qu'on fait vraiment pour protéger les citoyens des formes de discrimination, de la violence? Comment ça se fait qu'on n'investit pas plus dans la sécurité alimentaire puis du logement? Qu'on finance pas plus de programmes de retour puis d'accès aux études gratuites? Des études gratuites, tiens! Comment ça se fait qu'on n'a pas plus de financement pour nos programmes de culture, pour l'art-thérapie, pour le sport, pour que le monde puisse dépenser leur énergie sainement dans des activités où ce que leur énergie va être à contribution d'un sport qui va entretenir leur santé morale et physique, à la place de se tourner vers le crime, puis vers du vice, puis des organisations criminelles. Non, mais j'exagère, mais savez-vous que pour les organisations criminelles, c'est une cible de choix, les personnes avec la santé mentale fragile puis vulnérable, pour vrai? Hey, du monde fragile, vulnérable, facilement manipulable. Wow, amenez-nous-les à l'école du crime, on va s'en occuper, nous autres. Non, mais j'hausse le ton. Je le sais, j'ai l'air en colère, mais c'est parce que quand on sait que un jeune sans-abri LGBTQ+, sur 3 a tenté de se suicider, selon une étude, un jeune sans-abri sur 3 de la communauté homosexuelle aurait tenté de se suicider pendant la pandémie. Non seulement on dit que plus du tiers, 36% des jeunes LGBTQ+, de la région de Toronto qui sont en situation d'itinérance ont fait une tentative de suicide depuis le début de la pandémie, mais ils sont aussi 82% à s'être auto-mutilés. L'automutilation, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est s'infliger des douleurs physiques afin de compenser pour des douleurs morales. C'est une façon de se punir soi-même. Ça va dans les désordres psychologiques qu'on voit chez certains oiseaux, là, qui sont bouleversés dans leur environnement et qui commencent à se déplumer et à se picosser. Là. On va dans de l'automutilation, là. Des gestes qu'on voit dans des comportements animaliers quand des animaux sont stressés et perturbés dans leur environnement. L'être humain n'est pas indéniable à ça, là. Ça reste un être animalier, un individu biologique, là. Donc, la plupart de ces homosexuels dormaient chez leurs amis, dans les rues ou dans des campements de fortune, ont côtoyé de près des réalités proches de la toxicomanie. Donc, pour certains, c'est pas pour les aider, là. Ça les a pas aidés du tout, là. De perdre leur logement, de se retrouver dans la rue, de se retrouver sans aucune aide, sans aucun filet puis soutien social. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est de réaliser que 40% des jeunes sans-abri là, dans Toronto s'identifient à la communauté homosexuelle.
Ça veut dire que dans une grande ville, quasiment l'une des plus grandes villes du Canada, dans une ville comme Toronto, quasiment plus de la moitié des sans-abri et des sans-domicile fixe s'identifient et s'apparenteraient à appartenir à la communauté homosexuelle et à appartenir à une minorité sexuelle. C'est quand même pas petit comme statistique puis banal comme fait, là. Ça voudrait dire qu'il y a plus d'homosexuels qui se retrouvent dans la rue, qu'il y a 40% plus de personnes homosexuelles dans la rue, alors qu'ils représentent même pas 10% de la population. Comment ça se fait qu'il y a une surreprésentation des communautés homosexuelles dans la rue au niveau de l'itinérance, alors qu'ils représentent même pas 10% de la population? C'est inconcevable de savoir que plus de la moitié quasiment des sans-abri à Toronto qui disent « moi j'appartiens à la communauté homosexuelle ». Comment ça se fait que la communauté homosexuelle, au Canada, en Toronto, à Québec, partout, se retrouve dans la rue? Comment ça se fait que c'est des personnes de minorité ethnique et de genre sexuel, selon les données qu'on voit aujourd'hui, qui se retrouvent dans la rue? On dit que le nombre de personnes dans cette communauté qui vivent dans un espace public, un véhicule ou un bâtiment vacant est passé de 13% à 33%. Donc, on peut dire que s'il y a bien une communauté qui a traversé la pandémie difficilement puis qui l'a vécu dur, c'est bien la communauté homosexuelle qui en reste largement marquée par des larges stigmates aux yeux des statistiques au nom de la pauvreté, de l'appauvrissement puis des problèmes sociaux, là. C'est à se demander à quelque part si on n'a pas laissé tomber la communauté homosexuelle dans tout ça. On a-tu laissé tomber les personnes LGBTQ dans notre société? On a-tu oublié à quel point que c'est important de défendre les minorités sexuelles, autant visibles que invisibles? Hey, c'est grave ce que je dis puis ce que je lis aujourd'hui, là. Puis ce qu'on nous cite par rapport à ça, c'est que les personnes qui se retrouvent dans la rue, dans ces communautés homosexuelles-là, ils ont de la misère à se trouver un logement sûr et abordable. Fait que sécuritaire et moyennable. Ils disent qu'ils subissent souvent de la discrimination, de l'homophobie, de la transphobie dans les processus d'embauche pour se trouver un logement, puis dans diverses sphères de leur vie qui représenteraient pour d'autres personnes hétéronormatives une normalité, finalement, ou une formalité. Pour eux autres, ça devient un motif discriminatoire d'exclusion. Comprenez-vous? On nous dit carrément que le taux de dépression, le taux d'anxiété et d'idées suicidaires est plus élevé chez les jeunes homosexuels, chez les jeunes d'identité LGBTQ, que ceux s'identifiant comme cisgenres et hétérosexuels, en raison de la stigmatisation et de la discrimination qui existe encore beaucoup sous certaines formes déguisées, directes ou indirectes dans notre société. Tu sais, à un moment donné, il faut se mettre à leur place aussi. Là. Imaginez, là, baisse de revenus, plus de logement, de la misère à te nourrir, des problèmes de santé mentale, une difficulté d'acceptation au niveau de ta sexualité puis de ton identité par rapport à la société. Ça en fait beaucoup à gérer là, pour une seule personne. Faut pas oublier le fait que ça peut être difficile aussi de garder un emploi et un logement quand on peut être porté à vivre de la discrimination puis des préjugés sur notre genre, sur notre identité sexuelle, sur notre expression de genre. On dit que 28% de ces jeunes homosexuels et membres de la communauté LGBTQ étaient sur le chômage avant la pandémie. Aujourd'hui, ils sont désormais 56% à l'être. C'est la moitié. C'est intéressant parce que cette communauté semble assez éveillée et éclairée. Elle nous dit finalement que pas moins de 74% des participants à l'étude signalent un accès retardé ou limité aux services en santé mentale, aux services de soins. Ils disent que l'accès aux soins et en santé et aux soutiens sociaux est très difficile à obtenir et a été très difficile à avoir au cours de la dernière année. Puis là-dessus, il y a 31% des autres répondants qui déclarent être incapables d'accéder à tout type de soins de santé. Ils disent qu'ils n'ont tout simplement pas accès à ces soins-là. Faute de conditions, de pauvreté, de discrimination. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. De traumatisme.
62% de ces répondants disent ne pas avoir été en mesure d'accéder à des groupes de conseil ou de soutien. On dit que plusieurs de ces jeunes ont raconté être incapables d'obtenir les soins dont ils avaient besoin, car annulés ou reportés, il y a toujours eu des retardements dans les services. Mais je pense qu'il reste l'élément le plus éloquent, ce qui est le plus éloquent là-dedans, c'est que le docteur Abramovich précise que 97% des répondants ont mentionné leur solitude en raison de la pandémie. Fait que 97% des membres de la communauté homosexuelle s'est senti isolés par rapport à la pandémie. Là-dessus, c'est pas fini là. 84% avaient une anxiété grave et 66% vivaient un état de dépression. C'est plus que la moyenne, là. Donc on dit en outre partie, si on exclut les 36% des jeunes qui ont dit avoir tenté de se suicider, qui ont réellement tenté de se suicider, 77% ont déclaré y avoir pensé. Fait que 77% des membres de la communauté homosexuelle à Toronto qui se sont retrouvés dans la rue pendant la pandémie, qui ont pensé à se suicider. Là-dessus, 67% ont accru leur consommation de cannabis, 67% pour leur consommation de cannabis et 56% leur consommation d'alcool, afin sûrement d'atténuer leur stress, leur anxiété. Donc on voit que la nervosité, que les problèmes de consommation de drogue se sont rempirés avec tout ça en plus. C'est souvent ça le résultat d'une perte d'emploi, d'une perte d'amis, d'une perte de connexion sociale. Ben, on se replie sur la consommation de substances pour passer le temps, pour se désennuyer, puis on finit par adapter des routines qui sont malsaines à long terme. Puis là, ben là-dessus, on parle pas des gens qui sont morts d'empoisonnement médicamenteux, d'overdose, parce qu'il y a eu une augmentation considérable des consommations de drogue, autant légales que illégales, là. La crise des opioïdes, on n'en parle pas, là. On a complètement laissé tomber, mis la communauté homosexuelle de côté. C'est terrible ce que je lis là, ce que je réalise qu'on est en train de leur faire vivre, ce qu'on leur a fait vivre pendant la pandémie, à quel point qu'ils en ressortent traumatisés. Ces membres de cette communauté-là ont tellement traversé des choses difficiles dans la société au point de vue de l'acceptation puis de l'assumation de leur identité, puis de savoir aujourd'hui que leur état mental et moral est au plus bas, là. Je peux pas croire que ça touche pas plus de monde que ça, là. Moi, ce que je lis là, pour vrai, ça me bouleverse. En tant qu'homosexuel puis membre de la communauté LGBTQ, là, c'est comme ça que je me sens aussi. Je l'ai vécu comme ça, la pandémie. Les statistiques me surprennent pas parce que c'est égal à tout ce que je ressens pour vrai. Moi, là, je vais vous dire honnêtement, c'est quoi qui m'a aidé dans la vie. Quand j'avais des problèmes de santé mentale, ce qui m'a le plus aidé dans la vie, c'est les policiers. Ça fait que ce que j'ai envie de répondre au monde, c'est que si tu déprimes, ça va pas bien, puis tu as des mauvaises idées, là, ben prends une petite marche, là, puis va au poste de police de ton quartier en parler avec un policier, un membre du personnel de la police. Au pire, si tu as ton téléphone, prends ton téléphone, là, fais le 911, là, puis appelle la police, puis dis-leur que tu files pas, puis tu te sens pas bien. Eux autres, là, ils sont là pour protéger puis servir le monde. Ça fait qu'ils sont censés te référer aux bonnes ressources puis t'écouter attentivement. Puis le jour où tu sais, je veux dire, sens-toi pas mal si t'appelles puis tu sais que ça va déborder les lignes d'urgence, là, puis que ça va sûrement saturer les lignes d'urgence, parce que le jour où il y a plein de monde qui vont appeler pour de la détresse psychologique, parce qu'il est temps de considérer que la santé mentale actuellement c'est une urgence, là, surtout quand elle n'est pas prise en urgence puis qu'il n'y a pas de service d'urgence en santé mentale. Donc les gens qui filent pas, là, moi je leur recommande d'appeler directement la ligne d'urgence, puis de leur dire que la santé mentale c'est une urgence, puis de demander de l'aide en urgence. Aux policiers, à la téléphoniste, aux services d'urgence. Puis si on vous donne pas l'aide appropriée, là, ben dites-leur qu'on vous donne pas l'aide appropriée. Demandez-leur de demander une aide pour vous autres à votre place si vous avez plus l'énergie de le faire. Puis ce que je me dis dans le fond, c'est que le jour où les lignes téléphoniques de la sécurité publique puis des postes de police vont être pleins puis vont déborder d'appels de détresse psychologique de gens puis dans le domaine de la santé mentale, ben peut-être que là ils vont réagir. Peut-être que là on va faire un peu comme la santé, on va faire la santé mentale, ça dérange un petit peu la sécurité publique, ça touche un peu la sécurité publique, fait qu'on pourrait faire comme la santé là,
puis les services sociaux, puis donner 6,5% de notre budget, tiens. Non, c'est 6,4% le vrai chiffre qui donne en santé mentale. Fait qu'on va attendre que la sécurité publique nous donne aussi 6,4% de leur budget pour complémenter ce qui manque en termes de déficit pour financer les services en santé mentale et les services sociaux du Québec, là. Parce que quand on finance même pas à 10% les services en santé mentale par rapport au budget de la santé au Québec, faut pas chercher il est où le problème, là. Fait qu'il faut aller chercher un 5% quelque part. Fait que je propose de le prendre dans le ministère de la Sécurité publique, moi. Étant donné que c'est eux autres qui en ont plein les bras à cause de la santé mentale, là, que tout l'échec et l'inaction et l'absence de travail des services sociaux là, se retrouvent dans leurs mains, en délit, en conflit, en chicane, en chamaillage, en problèmes sociaux, en détresse psychologique, en cas d'intervention sociale, qui est rendu finalement à la responsabilité des policiers aujourd'hui, là. Puis il n'y a pas juste ça. On retrouve de plus en plus de membres de la communauté homosexuelle dans la rue. Ben, on voit de plus en plus de femmes aussi, puis de personnes âgées et aînées. Ouais, des vieilles personnes qui ont de la misère à marcher, avec des problèmes de santé, qui courent les aides alimentaires puis les soupes populaires, puis qui font pitié, pour vrai. Ça fait pitié. Donc, on a vu que pour l'Action de grâce, ils étaient très nombreux à faire la file pour recevoir l'un des 500 repas offerts par la mission Bon Accueil dans le cadre de l'Action de grâce. Donc, on voyait beaucoup de petites madames, de petits messieurs, des personnes de 40 ans et plus, quasiment dans la cinquantaine, qui avaient de la misère à vivre et à se nourrir. C'est pas drôle d'être rendu à cet âge-là, puis d'entendre un monsieur dire « Ben, rendu à 80 ans, j'ai vécu pas mal pire que ça. » Il est dans la rue, en tout cas, il court les rues pour se nourrir, il a de la misère à vivre, à joindre les deux bouts. Je trouve ça triste de dire qu'à 80 ans, t'as vécu pire que ça. Parce que déjà, vivre ça, c'est pas drôle, là, en partant, là. Fait que je veux même pas savoir c'est quoi qu'il a vécu, ce monsieur-là, dans sa vie, là. C'est vraiment crève-cœur. C'est quand c'est rendu que les gens se réjouissent de liqueurs, de popcorn, puis de chips, puis de chocolat, là. Puis que ça fait leur bonheur, là. Ça montre-tu à quel point qu'ils en ont manqué, là? Ça montre-tu à quel point que ça démontre-tu à quel point qu'ils ont de la misère à vivre, puis à joindre les deux bouts, puis à se payer un petit plaisir, ce monde-là, là? C'est pas drôle de dire qu'on vit au Québec, au Canada, dans un pays riche, puis qu'on arrache de même pour vivre puis s'en sortir, puis qu'après ça, on dit qu'on protège les aînés, les femmes, les minorités visibles, invisibles. Voyons donc! C'est dur à croire quand on en regarde les statistiques dans le milieu de l'itinérance sur les communautés LGBTQ, les autochtones, les femmes, les personnes âgées à cette heure. Sans oublier les personnes avec des problèmes de toxicomanie ou des problèmes de santé mentale, surtout. Surtout quand on sait la déficience actuelle du système, le sous-financement, à quel point que Québec n'accorde pratiquement pas d'argent dans le domaine des services sociaux puis de la santé mentale par rapport à la santé physique. Vous savez, c'est pas le Bruno Marchand qui voulait mettre une politique zéro itinérance. En 2018, on comptait plus de 6 sans-abri au Québec, dont environ la moitié juste à Montréal. Toutefois, c'est un portrait de la situation qui est largement incomplet, parce qu'on s'entend-tu qu'il manque de ressources, qu'il y a un définancement et un sous-financement des services sociaux. Ça fait que les sans-abri actuels qu'on a décomptés, oui, c'est bien beau, là, on fait un décomptage, on prend des données sur ceux qui fréquentent nos ressources, mais on n'a pas de portrait de ceux qui n'utilisent pas nos ressources, ou qui ne connaissent pas, ou qui en ont pas, ou qui n'ont juste pas accès aux ressources. Donc, je suis pas sûr qu'on peut réellement se fier aux chiffres du recensement des sans-abri. Je pense que la donnée actuelle est un profil qui montre une partie, et je pense que c'est juste la face immergée de l'iceberg. Ce qui veut dire que toute la face submergée, là, on la voit pas pantoute. Puis souvent, la face submergée de l'iceberg est pas mal plus grosse que le petit bout qui dépasse de l'eau, là. Que ce qu'on voit, autrement dit. Donc, moi, je vais vous dire ce que je pense, là. Je pense que pour de vrai, facilement, avec la pandémie au Québec, il doit y avoir pas loin de 20 à 25 000 itinérants puis sans-abri partout dans l'ensemble de la province. C'est pas mêlant, là. C'est pas 15 000, là, le minimum que je mets. Fait que les gens qui nous disent
6 000, là, je pense que vous êtes pas mal d'impatates avec la crise du logement, la pénurie de logement actuelle, le taux de croissance de la population, les peuples autochtones qui viennent de plus en plus vivre dans les villes. Je veux dire, vous n'avez pas l'air à réaliser tout ce qui se passe au terme des mouvements migratoires et sociaux dans nos villes actuellement. Là, ça bouge, les gens, ils se déplacent, les gens, ils cherchent, ils se découvrent, ils voyagent, ils changent de ville. On dirait que notre communauté, on dirait que notre Québec n'est pas adapté à ça. On est habitué de vivre comme des sédentaires. Là. On dirait qu'on a oublié ça, le mode de vie des nomades. Là. On dirait que non. On dirait qu'au Québec, on est ancré dans la terre puis on vit encore comme dans les années 50. Là. Dans nos petites réalités de village francophones, religieux puis catholiques. Là. Au diable les autochtones, au diable les gens homosexuels, au diable les femmes et les personnes âgées qui sont dans la rue. C'est l'hôpital qui se moque carrément de la charité, autrement dit, là. C'est le cas de le dire avec le financement qu'on a dans les services sociaux. Maintenant, c'est plus approuvé, là. Il y a comme plus rien à prouver. Je pense que les faits parlent d'eux-mêmes. Les homosexuels, les personnes vulnérables, les femmes, les autochtones, les personnes âgées, toutes ces sans-abri ne sont que des pauvres victimes de la pandémie, puis on s'acharne encore sur eux autres, sur leur pauvre sort, puis on leur donne pas l'aide appropriée. C'est rire du monde, puis pas à peu près, là. Puis rire des communautés. C'est pas drôle, on a un ensemble de personnes pauvres, à mobilité réduite, qui traversent des grosses problématiques sociales, qui se retrouvent sans service à passer entre les mailles du filet social des services sociaux du Québec parce qu'ils sont même pas financés à 6%. 6% de ce qu'on donne dans la santé. On donne des miettes de pain aux services sociaux. Comment tu veux faire vivre les institutions de santé mentale avec la demande puis les problèmes de santé mentale actuels au Québec, la dépression, les burn-out qui sont en croissance dans le milieu professionnel? Comment qu'on peut répondre à cette demande avec un financement moindre et minime des services sociaux? Moi, je me pose la question parce que il y a quelque chose qui marche pas, là. J'aimerais ça qu'on en remonte dans le passé, qu'on étudie, qu'on en regarde dans le temps, parce qu'il y avait un ministère des Affaires sociales au Québec, là. C'était quoi le budget qu'on donnait pour la santé mentale, pour les organismes communautaires, pour les services sociaux, pour la DPJ, pour les aînés? Comment ça se fait que la santé ramasse genre 94% du budget de la santé, puis que la santé mentale puis les services sociaux en ont même pas 6%? Je dis qu'elle n'a même pas 6%, parce que sur le 6,4% qu'on a dans les services sociaux, ben on en redivise un 8,2% pour le donner aux organismes communautaires. Fait qu'il y a quasiment 10% du 6% de ce qu'on donne dans les services sociaux sur le budget du 94% de ce qu'on donne en santé. Fait que on se rend compte qu'il y a pas mal d'inégalités dans les services sociaux par rapport à la santé, dans le système actuel qui a été fusionné ensemble. 94% du budget en santé va juste dans santé. Ça veut dire que 51 milliards vont aller dans santé, puis à peine 3,5 milliards vont aller dans les services de santé mentale. 3,5 milliards par rapport à 50 milliards. C'est ridicule. On joue clairement pas dans le même game, là. Comme je dis, ça commence à expliquer pourquoi qu'on attache les patients à ces lits d'hôpital, puis qu'on les garde en latence, puis qu'il n'y a pas de service dans nos services de santé mentale, les hôpitaux, finalement. C'est juste des salles d'attente avec des lits, puis des intervenants, puis des repas fournis. Des salles d'attente dans lesquelles tu passes des jours. C'est bien juste pour pas dire qu'on nous traite pas un peu comme des numéros, finalement. Non, mais ça démontre quand même la considération pour la santé de la santé mentale. Quand tu donnes même pas 10% de ton budget en santé mentale, puis tu es une institution de santé, ça démontre comment pour toi la santé mentale, c'est pas important, là. C'est important à 6,4% dans tes priorités de ton budget. Je veux dire, avec le coût de la vie actuel, l'inflation ne fait qu'augmenter. Ça fait qu'il n'y a pas juste les communautés puis les homosexuels là, qui vivent de la détresse. Là. Ils l'ont vécu plus durement, là, mais combien de personnes qui l'ont vécu aussi difficilement qu'eux autres, là, dans le reste de la société? Les gens au Québec, c'est pas mêlant.
Ils n'ont pas accès à la psychanalyse. Ils n'ont pas accès à des psychologues, à la psychologie. Il faut qu'ils payent, il faut qu'ils déboursent pour avoir des services en santé mentale. C'est normal. On donne même pas 10% du budget en services sociaux. Fait que comment tu veux fournir de l'aide, des psychologues, payer des salaires, payer des services, pour offrir des services gratuits quand tu sous-finances tes services? Fait qu'on se fie sur le fait que les gens ils vont se payer un psychologue privé même s'ils n'ont pas les moyens. Ah, y a-tu de quoi de déprimant? T'as pas d'argent, t'es pauvre, tu déprimes, puis en plus, faut que tu te payes un psychologue. Faut que tu te payes pour avoir de l'aide. Non, mais on devrait pas payer au Québec pour avoir de l'aide. Tu sais, le gouvernement du Québec veut semi-privatiser la santé. Là. Il veut faire des hôpitaux privés. Parce qu'il devrait faire, c'est des cliniques en santé mentale privées, là, dans lesquelles tu peux te présenter avec ta carte de la RMQ, là, de l'assurance maladie du Québec, là, puis que tu peux recevoir des services en psychologie gratuits. Puis s'ils sont pas disponibles au public, tu vas les prendre au privé puis tu y as accès demain matin, genre, si t'en as besoin. Drette là tout de suite. Parce que là, c'est bien beau. C'est bien beau d'avoir des belles cliniques puis des beaux psychologues privés au Québec, là. Mais là, ils servent à rien. Le monde ne peut pas les utiliser pareil. Tu sais, c'est comme si j'avais un médecin, mais j'ai pas d'argent pour y aller. Beau système lucratif comme aux États-Unis. C'est quoi, la santé mentale? C'est-tu payant au Québec? Est-ce qu'on aurait un système de santé publique pour la santé physique? Mais quand il s'agirait de la santé mentale, on n'aurait pas encore mis la gratuité des services. La gratuité des soins en santé mentale au Canada, ça devrait être une priorité. Les Québécois n'arrivent pas à surmonter leur souffrance psychique seuls. Ils n'y arriveront pas tout seuls. Un jour, il va falloir qu'on leur donne un peu d'aide à toutes ces personnes seules qui en arrachent d'envie, qui ont de la misère à se nourrir, qui ont de la misère à vivre, à répondre à leurs besoins de base et d'hygiène corporelle, qui dépend grandement de leur estime personnelle aussi, là, puis de la qualité de vie, puis de leur reprise en main aussi, là. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre, là. Si on veut que les gens s'aident, il faut les aider un peu aussi à quelque part. Mais tu sais, faut pas juste offrir des services en santé mentale aussi. Faut offrir des services sociaux puis des services alternatifs puis financer les organismes communautaires. Il faut augmenter la qualité de vie des gens. Les conditions de vie, c'est essentiel. Dans l'échelle du bien-être, là, de répondre à ses besoins essentiels comme manger, se loger, ses besoins primaires, là, c'est la base. C'est la base du sentiment de bien-être, là, c'est l'essentiel de l'être humain. La condition de vie, là, ça joue directement sur la psychologie, là. Vous irez demander à quelqu'un qui n'a pas mangé, qui a de la misère à payer ses factures, puis qui a de la misère à vivre, puis à joindre les deux bouts, s'il est heureux. Ben, il est peut-être pas malheureux tant que ça, mais il est peut-être pas si heureux que ça non plus. Quelque part, il doit être stressé un peu. Quelque part, il doit vivre des angoisses, des anxiétés. À quelque part, je sais pas, là. Mais avec tout ce qui peut nous prendre la tête aujourd'hui, là, toutes les responsabilités qu'on peut avoir entre nos mains, qui peut nous revenir et reposer sur nos épaules. Je veux dire, quand même, la présidente du conseil d'administration du regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec dit qu'elle est allée elle-même en séjour dans un centre hospitalier et qu'elle en garde un très mauvais souvenir. Elle dit carrément que c'était l'enfer, qu'elle s'est juré que si un jour elle n'allait pas bien, si elle n'allait pas, elle ne retournerait jamais faire un séjour dans un centre hospitalier en santé mentale. Elle dit que ça ne l'a pas aidé. Puis ça, c'est drôle ce qu'elle dit, parce que c'est ce que tout le monde me dit autour aussi. Vous savez, j'ai fait ma petite enquête. Pendant mon séjour dans l'itinérance, j'ai parlé à beaucoup de monde qui ont été internés à l'hôpital de Chicoutimi. J'ai même parlé à une professeure en arts plastiques, que je vais garder l'anonymat, qui a fait une tentative de suicide et qui a passé une semaine avec moi à l'hôpital psychiatrique puis qui me dit « Je suis plus capable, il faut que je sorte d'ici, ça m'aide pas du tout, je ne fais que déprimer davantage, j'ai juste hâte de retourner chez nous, de retrouver ma petite TV, de lire un livre, de me détendre puis de boire une petite limonade au soleil, je me sens enfermé, il n'y a pas de psychologue, il n'y a pas de psychiatre, il n'y a personne pour nous parler ici. » Puis nous aider réellement. Puis ça, c'est un professeur en arts plastiques qui le dit. Puis il y a une trentaine de personnes en arrière qui pourraient me confirmer qu'ils l'ont peut-être dit de façon moins polie, mais c'est un peu le même discours qui revient constamment. On nous dit carrément que les soins en santé mentale offerts à l'hôpital ne sont pas du tout appropriés. On nous dit même qu'ils sont pires,
qui donne pas le goût d'utiliser les services puis d'y retourner. Ça a l'air que la plupart des patients en ressortent marqués, traumatisés, pire que lors de leur arrivée à l'hôpital. Ils disent que quand ils ont accepté l'internement, ils s'attendaient pas du tout à ce qu'on les enferme, à ce qu'on les fasse attendre, puis qu'on leur donne pas de service. C'est ce qu'ils disent. Ils s'attendaient à recevoir des services. Il y a des gens là-dedans qui ont accepté des services puis qui voulaient s'aider au départ, là. Ils voulaient recevoir des services. Puis se sont rendus compte en acceptant les services qu'on les a enfermés contre leur volonté, sans leur offrir de médecins, de psychiatres et de psychologues parce qu'il n'y en avait pas de présents, sauf à quelques heures, de temps en temps, qui venaient par les cliniques privées faire un tour à l'hôpital pour justement libérer des places quand l'hôpital était trop plein en termes de patients. C'est comme ça que ça fonctionne dans nos hôpitaux à l'hôpital psychiatrique. Trouvez-vous que ça fait du sens? C'est-tu normal que la majorité des patients qui passent par les services de santé mentale, après ça, aient plus du tout envie de les utiliser? Aient des réticences, même des peurs pour certains. J'ai vu des gens avoir peur d'aller à l'hôpital par la suite, là. Puis pas pour la santé mentale, là, pour des raisons médicales de santé physique, là. Quand c'est rendu que tu as peur d'aller à l'hôpital pour te faire soigner des blessures physiques parce que tu es marqué du traitement que tu as eu en santé mentale ultérieurement ou avant dans ta vie, là. Puis ça, c'est drôle, c'était des personnes autochtones. Ouais. J'ai rencontré à la maison des sans-abri 5 personnes autochtones des Premières Nations que quand tu disais le mot hôpital, là, c'était la terreur dans leurs yeux. À la limite, ils se sauvaient en courant, ils avaient peur. Il y avait des Blancs francophones autour de ça aussi, là. Une dizaine de personnes qui sont malades, qui ont des problématiques, mais qui fuient puis qui ont peur des services. Pourquoi qu'ils ont peur des services en santé mentale? C'est toujours bien parce qu'à quelque part, ça les aide pas puis qu'ils sont pas appropriés, les services. Non? Que c'est de la détention arbitraire puis on n'offre pas de psychanalyse, de psychologie. On offre des pilules. C'est une boîte à pilules, c'est une boîte à médicaments qui mangent dans les mains de Big Pharma. Tu files pas, on va te donner une pilule, ça va bien aller. Ah, la pilule, elle fait pas le bon effet, elle t'a tout chamboulé, la pilule, elle fonctionne pas, on va essayer un autre traitement, on va te donner une autre pilule magique. On va jouer avec ta chimie du cerveau, puis on va tout te débalancer, puis te décalisser avec un prototype, puis un essai comme un rat de laboratoire. On va tester plusieurs médicaments jusqu'à temps qu'on va trouver la chimie exacte pour ton cerveau, là. Mais on t'aura pas encore proposé de voir un psychologue puis de parler à un professionnel de tes problèmes avant ça, là. Non, on va te jouer dans la chimie du cerveau, puis à la limite, on va te lobotomiser chimiquement bien avant de te proposer une psychanalyse puis une thérapie de groupe. Parce qu'il y en a pas beaucoup des thérapies de groupe. C'est dur à organiser. Avec le financement actuel, comment tu vas organiser les services sociaux pour vrai? Elle dit, là, dans le fond, là, on n'en reste pas là. Elle dit qu'elle est restée là 1 mois. Puis elle dit qu'on n'est pas écouté, mais il faut faire attention à ce qu'on dit parce que tout ce qu'on dit, c'est noté dans notre dossier. Puis après ça, on nous le remet en question, là. Ça fait que si tu fais une crise parce qu'on t'aide pas puis que t'es tanné d'être là, ça va être noté à ton dossier comme de quoi tu fais des crises. Tu comprends-tu? Fait que là, il y a quelqu'un qui va arriver d'une clinique privée, il va ouvrir ton dossier puis t'auras pas vu de la semaine, là. Il va te voir 15 minutes, il va lire ça. Ah, cette personne-là fait des crises, a des problèmes de santé mentale sérieuses. Il y aura pas plus d'analyse, par exemple. C'est ça le problème. Fait que j'ai plus l'impression qu'on interne des gens pour monter un dossier contre eux autres, dans le fond. Moi, je m'en souviens, pendant mon séjour à l'hôpital psychiatrique, je me suis tellement senti isolé. J'ai passé une semaine là parce que c'était un jour férié puis la fin de semaine, puis il n'y avait pas de psychiatre. Fait que ça a pris une semaine avant que je le rencontre puis que je puisse sortir et retourner chez nous. Puis j'ai accepté volontairement d'y aller, là. Puis c'est la seule fois dans ma vie que j'ai fait une crise de panique, d'angoisse, puis je me suis retrouvé à pleurer à terre dans une salle de bain, à plus avoir de repères, à plus savoir où j'en étais pour vrai. Ça m'a mis à terre, c'était la mort artistique, c'était tellement épuré. J'ai même demandé aux intervenants de nous mettre un peu de musique parce que pour de vrai, ça jouait vraiment beaucoup sur ma santé mentale, ce lourd silence et pesant, là. Puis de regarder juste du monde dans le même état que moi autour, qui sont aussi déprimés puis qui n'ont pas plus d'aide, là, c'est vraiment froid comme univers. Elle dit qu'elle a vu comme moi aussi des scènes traumatisantes, comme des patients se faire attacher puis enfermer dans une chambre parce que, justement, ils faisaient des crises. Elle a même vu des séances d'électroconvulsiothérapie, à ce qui paraît. Donc, des thérapies avec les électrodes, là. C'est pour ça qu'elle nous dit qu'il paraît que dans les centres communautaires, c'est pas mal mieux. C'est pas mal plus ouvert. On
On peut pas ouvrir la porte au mauvais traitement parce que malheureusement, les pouvoirs des services sociaux ne nous donnent pas tout le pouvoir sur les individus, tu sais. Les organismes communautaires ont quand même des chartes de protection de l'individu, ont quand même une vocation de bienveillance, de bienfaisance, tu sais.